quels autres programmes de filets sociaux pour la résilience en cette période de Covid-19? C'est la question que nous allons poser ce soir à notre invité. On sait qu'avec la survenance de la pandémie, le gouvernement togolais a mis en place un certain nombre de programmes. Des programmes existaient bien avant la survenance même de la pandémie qui ont connu des améliorations ou des renforcements. Nous allons faire le point de tout cela. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui la directrice générale de l'Agence nationale du développement à la base, Mazalo Katanga. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon frère. Merci à vous d'accepter notre invitation. Merci. Alors, je le disais, on est dans un contexte sanitaire assez délétère au niveau planétaire et chaque gouvernement essaye d'accompagner les personnes les plus vulnérables. On le sait, je le rappelais aussi, avant même la survenance de la pandémie, il y avait des programmes de filets sociaux qui étaient existants pour les populations. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites un bilan depuis la survenance de la pandémie jusque-là, vous pensez que ces programmes de filets sociaux ont été à la hauteur des attentes? Merci beaucoup et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Le Togo, avant la pandémie, avait déjà certains programmes des programmes de filets sociaux qui participaient à la résilience des populations, les couches les plus vulnérables de notre pays. Et certains de ces projets sont accompagnés par des partenaires, en l'occurrence la Banque mondiale. Et donc nous avions l'Agence nationale d'appui au développement à la base à 2 grands projets qui sont financés par la Banque mondiale. Il s'agit de projets de filets sociaux services de base et du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec ces 2 projets, avec chacun de ces 2 projets? Nous avons d'abord, pour ce qui concerne le projet de filets sociaux et services de base, comme son nom l'indique déjà, nous avons des composantes. La composante de cantine scolaire pour les écoles des milieux les plus défavorisés de notre pays, parce que nous avons de ces écoles dans notre pays où le taux de scolarisation est très faible, le taux de rétention est faible, surtout quand il s'agit de la jeune fille. Et donc, ces écoles ont connu l'appui du gouvernement avec les partenaires pour offrir des repas chauds durant les jours de classe à ces enfants pour leur permettre de rester à l'école et de suivre les cours normalement et ne serait-ce qu'avoir le CPD durant leur vie. Donc, en plus des cantines scolaires, nous avons les transferts monétaires qui sont des allocations. Nous les faisions trimestriellement. Nous offrions 15 000 francs par ménage vulnérable et on est en train d'accompagner 61 000 ménages. À l'horizon 2021, nous voulons aller à 120 000 ou 140 000 ménages en milieu rural, bien sûr. Et ces ménages appartiennent à 685 villages de notre pays, répartis dans les 5 régions économiques du Togo. En plus de des transferts monétaires, nous avons du côté du projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui sont valorisés comme travaux communautaires à l'endroit des jeunes. Ce sont 10 jeunes par village. Nous avons 200 villages dans lesquels le projet intervient. Donc, ce sont 10 jeunes de ces villages sont sélectionnés pour participer aux travaux communautaires. C'est ça le volontariat communautaire. Et puis, avec ce volontariat, il y a des allocations qui sont accordées mensuellement à ces jeunes avec la formation au développement des affaires, le FODA. Avec cette approche, le FODA, on leur apprend comment se prendre en charge, comment créer leur propre micro-entreprise, comment la réaliser, ou comment étendre une micro-entreprise et comment l'entretenir pour que les jeunes restent au village. Parce que l'un des soucis de notre pays, c'est l'exode rural. Comme si les villages n'avaient pas d'opportunités. Il y en a dans les villages, donc on aide les jeunes durant leur mission de volontariat communautaire. On les aide à mieux regarder leur village, à identifier des opportunités d'activités génératrices de revenus qu'ils peuvent mener
avec l'accompagnement du projet et ce qui leur permettrait de mieux se prendre en charge. Voilà. Du côté des villes, l'ANADEB également accompagne, met en œuvre le projet de restaurant communautaire. C'est une initiative que le gouvernement nous a amené à prendre pour les ménages qui ont des difficultés pour se nourrir. Parce que nous avons un grand programme qui concerne les villes, le programme de développement communautaire en zone urbaine que nous appelons communément PDCZU. Et en travaillant dans les quartiers, surtout à Lomé, on s'est rendu compte qu'il y a de ces ménages qui ont des difficultés pour s'alimenter. Et donc, l'idée, ayant fait son petit bonhomme de chemin, on a pu trouver des ressources avec le programme d'appui aux populations vulnérables, le PAPV. On a pu trouver des ressources pour commencer cette initiative. Le 25 décembre, nous l'avons démarré et nous avions démarré avec 3 sites. Et aujourd'hui, nous sommes à 13 sites. Sur les 13 communes que compte notre capitale, nous intervenons dans 10 communes où nous donnions des repas chauds à ces veuves, à ces personnes âgées vivant avec une maladie, des personnes handicapées, des personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Oui. Voilà des personnes qui étaient éligibles à ces repas. Et quand nous avons fait les premières distributions de repas, surtout les veuves sont revenues pour nous dire « Ah, nous voudrions bien venir manger, nous voudrions bien venir participer aux causeries » parce que les repas étaient accompagnés aussi des causeries sur des thèmes spécifiques. Nous ne pouvons pas venir manger en laissant nos enfants affamés à la maison. Et donc, cette phrase nous a amené à réanalyser le programme et le projet et à s'entendre sur la distribution, au lieu que ce soit des repas chauds, mais que ce soit des kits alimentaires, le riz, le maïs, le gari et l'huile, qu'on distribue à ces bénéficiaires pour qu'elles aillent préparer à la maison et permettre à leurs enfants aussi, même si c'est un seul repas, que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà comment ce projet a évolué. Et quand on le faisait 2 fois dans le mois, on faisait cette distribution 2 fois dans le mois, mais avec la Covid-19, on est passé à 1 fois dans le mois. Ça devenait beaucoup plus consistant parce que au lieu de rassembler les gens, ce qui n'était pas très bien avec les mesures barrières, donc on organisait des distributions mensuelles 1 fois dans le mois sur l'ensemble de ces sites. Et au lieu de regrouper les 500 personnes, parce que ça fait 500 personnes par site, et donc on a 6500 personnes par site, on a dû créer des sous-sites pour respecter les mesures barrières. Et ceci, nous l'avons fait avec les personnes les plus indiquées dans notre pays qui nous ont aidés à prendre de nouvelles dispositions pour distribuer ces kits alimentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la distribution des kits, d'autres partenaires sont venus soutenir le gouvernement togolais pendant la pandémie. Et ça, c'était vraiment des appuis pendant la pandémie. Mais en regardant les résultats, en tout cas, en regardant tout le bien des restaurants communautaires que nous exécutons. Et donc, nous avons eu l'Union européenne qui nous a appuyés avec 65 millions et qui a demandé que nous puissions prendre en compte les 3 communes qui n'étaient pas couvertes dans le Grand Lomé. Parce qu'il faut aussi noter qu'on ne prend pas les communes pour le plaisir de prendre. Quand on a analysé, suivant certains critères de la carte de pauvreté, ça fait qu'on avait choisi, dans le cas du projet de restaurant communautaire, les 10 communes, en laissant les 3. Donc, l'Union européenne dit, OK, à partir du moment où vous n'avez pas tout couvert à Lomé, on voudrait que vous preniez en compte les 3 communes restantes et que vous alliez accompagner aussi les communes de Tchaoudjo et de Tone. Voilà, avec l'appui de l'Union européenne, les communautés qui ont bénéficié de la sensibilisation sur la pandémie, les mesures barrières et de la distribution des kits alimentaires avec des bavettes et des kits de lavage de mains. Parce que c'est pas aussi évident qu'on se lave systématiquement les mains. Non. Vous voyez, quand on arrive chez vous ici, il y a tout ce qui est mis en bas
interpelle, même si on ne vous dit pas, vous allez systématiquement. Allez systématiquement. Ouais. Donc, on a voulu donner ce dispositif de lavage de mains à toutes les zones concernées par le projet pour que les gens développent le réflexe de se laver régulièrement les mains. Donc, on a de ces braves Togolaises qui voudraient aussi porter des masques. C'est pas... Mais malheureusement, n'ont pas les moyens de les avoir. Donc, avec le projet, on a pu mettre en place, on a pu acquérir des masques pour eux. Et vous voyez, le bien toujours contagieux, non? C'est comme ça, l'ambassade de Chine au Togo a emboîté le pas aussi à donner des vivres et des non-vivres pour des populations affectées par la COVID-19. Après eux, c'est le comité Miss Togo également qui a apporté des vivres pour les populations vulnérables. Et puis la société SOCAR qui a donné aussi des ressources en faveur des populations affectées. Et quand nous avons reçu, l'ANADEB a reçu tous ces appuis, nous sommes rentrés en contact avec le Comité national de gestion de la riposte. Oui. Et là, on a pu identifier 2 grandes préfectures qui sont affectées par la pandémie. Il s'agissait de la préfecture du Bas-Mono, dans la région maritime, et la préfecture de la Plaine de Meaux, dans la région centrale. Et donc, voilà comment tous ces appuis en vivres ont été distribués dans ces préfectures, avec un accent sur les villages les plus affectés, parce qu'on n'est pas allé n'importe où. Donc, on est rentré également en discussion avec les autorités administratives et locales de ces milieux et qui nous ont dit « Ah, c'est tel village qui est le plus affecté. » Donc, tous ces biens, tous ces appuis ont été apportés, ont été distribués aux populations de ces différentes localités. Voilà un peu ce que l'ANADEB a fait pour le compte du gouvernement et avec l'appui de certains partenaires dans le cadre de l'accompagnement de la lutte contre la pauvreté de façon générale et surtout en cette période de pandémie pour la résilience également des populations face à cette pandémie. Alors, sur ces projets que vous avez détaillés tout à l'heure, est-ce que c'est des choses, par exemple, si je prends juste le volet de distribution de kits alimentaires aux personnes les plus vulnérables, est-ce que ça a été juste des choses spontanées surtout avec l'appui des partenaires que vous avez cités, c'était juste des choses spontanées que vous avez faites ou ça avait eu une certaine périodicité? Oui, merci beaucoup. En fait, rien n'a été spontané, rien. Parce que nous étions déjà dans la distribution des kits alimentaires avec le projet de restaurant communautaire. Oui. Depuis, je le disais, depuis décembre 2019. Et donc, les partenaires ne sont venus qu'appuyer ce que le gouvernement faisait. Okay. Nous avons, vous savez, le concept de restaurant communautaire, c'est nouveau dans notre pays. Vous voyez que quand on a commencé avec les repas chauds, les veuves, les personnes bénéficiaires ont dit c'est bon, mais nous voudrions autre chose. C'est-à-dire, nous avons nos enfants, nous ne pouvons pas manger sans les enfants. Donc, le projet a évolué. Le projet a évolué de la distribution des repas chauds à la distribution des rations sèches pour que les gens aillent eux-mêmes préparer. Et nous avions prévu ce projet, c'est vraiment une expérimentation dans notre pays. On a voulu voir est-ce que ça marchait, est-ce que les gens vont adhérer, oui ou non. Donc nous avons prévu le projet pour 20 semaines. Okay. Nous avons pu, avec les ressources dont on avait à notre disposition, nous avons pu faire 24 semaines. Mais actuellement, nous sommes en période d'évaluation pour rendre compte aux partenaires et lui proposer des perspectives. Voilà. Donc, ce n'est pas des choses qui étaient faites comme ça parce que la Covid était... Non, mais ce qu'on avait des projets qui étaient bien structurés et qui étaient en cours d'exécution. Et donc, des partenaires sont venus donner un coup de pouce pour qu'on puisse continuer à soutenir les populations affectées par la Covid-19. Alors, quand vous avez cité, par exemple, un certain nombre de localités qui ont bénéficié de projets comme restaurants communautaires et autres, c'est vrai que le projet de cantine scolaire, ça va vraiment à l'intérieur du pays, vers ces transferts monétaires, vous avez les transferts monétaires qui sont exclusivement pour le milieu rural. Vous avez les travaux à haute intensité dans le cadre du projet de EJB qui sont également au niveau rural parce que nous avons la version
citadine qui est là, la Ok. version urbaine qui est là, Qui est qui est là. exécutée par l'Agence nationale de volontariat du Togo. Le projet de volontariat d'engagement citoyen, les VEC. C'est la version citadine du projet. Oui, voilà. Donc, on avait tous ces projets-là sont exécutés dans, si je prends le projet des travaux à haute intensité de main, le projet EJV, opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, s'exécute dans 200 villages de notre pays. Voilà. Comment l'appelle-t-on, les cantines scolaires, nous sommes à 315 écoles dans l'ensemble de notre pays. On voudrait aller au-delà, mais le tout dépendra des ressources qu'on pourra mobiliser. Les transferts monétaires, comme je le disais, ça fait 61 000 ménages. Et notre vision par rapport à ça, c'est la vision de l'autorité, c'est aller à 120 000 ménages ou 140 000 ménages d'ici décembre 2021. Est-ce que vous arrivez quand même à vous assurer, c'est vrai qu'on parle de personnes vulnérables, mais je ne sais pas comment vous arrivez à mettre les gens dans la catégorie vulnérable. Comment se fait ce travail-là, justement? Ok, merci beaucoup. C'est un très bel exercice. D'abord, même comment retrouver les villages les plus vulnérables. Comment retrouver les cantons les plus vulnérables. Nous avons cette partie de l'identification des bénéficiaires qui a été facilitée par l'INSED, l'Institut national des études démographiques, économiques et démographiques. Donc voilà, l'INSED, c'est son job. Vous voulez faire des enquêtes, vous voulez sortir des éléments assez scientifiques sur la pauvreté et tout dans notre pays, c'est cet institut. Donc, nous avons juste signé un partenariat avec l'INSED. Nous lui avons exprimé toutes nos attentes et l'INSED a déroulé tout le processus. Donc, nous avons eu sur notre table la liste avec des points de tous les ménages des villages concernés, des 685 villages. Et donc, nous sommes retournés au village avec, bien sûr, l'INSED pour que la population valide. Parce qu'on est venu les enquêter, les résultats que ça donne. Quand on vient, on ne vous dit pas pourquoi on vous enquête. On vous pose des questions, vous répondez. Puis après, eux, ils établissent un score. Et là, nous avons... Le projet veut accompagner 90, au plus 90 ménages par village. Donc, nous présentons le résultat. Et les gens pourront dire, ah non, telle famille n'est pas aussi pauvre que ça, vous avez oublié plutôt telle autre, et voilà. Donc, dès qu'on valide avec un comité de gestion des plaintes, c'est ça aussi, hein, parce que quand nous allons, il y a un comité de plainte, de gestion de plaintes qui est mis en place dans le village. Ça veut dire, nous avons un numéro vert, je crois, ça fait le 82, 22, quelque chose comme ça. Donc, chacun peut appeler. Ça veut dire qu'au niveau du village, les gens peuvent appeler sur le numéro vert pour dire nous n'avons pas été d'accord avec tel exercice ou tel autre exercice. Donc voilà, nous avons l'INSED qui fait le gros boulot, qui nous aide à avoir les listes. Et nous, sur la base du travail fait par l'INSED, nous continuons le processus. Donc c'est pas ANADEB qui identifie les pauvres. Non, c'est l'INSED qui nous aide à identifier les pauvres parce que c'est son job. Mais c'est quand même vous qui exécutez ces programmes qui sont quand même des programmes de l'autorité. Est-ce que vous avez des retours qui vous permettent de savoir tel programme a eu tel impact dans ces milieux vulnérables-là? Oui. Si je prends le cas des restaurants, du projet de restaurant communautaire, si on n'avait pas, quand on a commencé, on a fait, je crois, 3 ou 4 séances de distribution, et on a marqué un arrêt. Ça, c'est l'approche d'intervention de l'ANADEB. On ne vient pas avec la stratégie et puis on se met à travailler. Même si on s'est entendu avec le bénéficiaire, les bénéficiaires de la stratégie, on se donne une période d'essai. Et quand on finit cette période d'essai, on s'assoit, on évalue ensemble. Et s'il y a des choses à revoir, on les revoit et on continue. Actuellement, même nous sommes également dans cet exercice avec le paiement des transferts monétaires par voie électronique, parce que les gens n'étaient pas habitués à ça. Ils attendaient, c'est d'autres personnes qui viennent, c'est des agents payeurs de Move, parce que c'est Move qui est le partenaire de paiement de ces allocations. Donc, les gens attendaient d'habitude dans leur village l'arrivée des agents payeurs qui donnaient les allocations. Mais maintenant, ce n'est plus ça.
Maintenant, il faut s'assurer que les gens savent manipuler le téléphones, portable, les messages qui viennent. Alors, ça fait que même cette partie de la digitalisation, on va étape par étape parce que faut pas vous envoyer 15 000 d'un pauvre sur un autre numéro, vous êtes foutu. Oui. Donc voilà, nous sommes toujours, l'ANADEB est toujours dans son approche d'intervention. Quand on parle de la participation, c'est aussi ça. Rester toujours à l'écoute de l'autre pour s'assurer de son niveau de satisfaction. Et c'est pour ça également nous avons des numéros verts, surtout sur les projets avec les projets, surtout les transferts monétaires aujourd'hui. Systématiquement, le numéro vert est connu pour que les gens puissent, même si nous voulons cacher une information, ce qui est, les villageois vont appeler et ça va s'enregistrer. Celui qui viendra au moment de l'évaluation saura qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Donc, on est toujours en permanente concertation avec le bénéficiaire pour nous assurer s'il est satisfait des prestations, oui ou non. Et ce que nous devons retenir, le pauvre est très exigeant. Oui. Le pauvre est très exigeant. Oui. Et c'est normal. Parce qu'il n'a pas choisi d'être pauvre. Oui, oui. Voilà. Alors, je voudrais qu'on puisse insister juste un moment sur un des projets ici qui est les plus connus, c'est celui de la cantine scolaire. Oui. Aujourd'hui, en termes d'amélioration du taux de fréquentation des écoles, est-ce que c'est évident? Oui. C'est-à-dire, même si je n'ai pas fait d'études, moi je sais que nous avons une école dans la banlieue d'Aguenivé, oui. C'est-à-dire Pédévicopé. Nous avons été dans cette école en 2018 ou 2017, oui. Nous étions avec 142 ou 143 élèves. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 300 élèves parce qu'on offre le petit déjeuner. Ça, nous le faisons avec l'appui de la diaspora africaine au Canada, qui a apporté sa contribution pour que ces enfants-là puissent avoir. Donc voilà, dans des écoles, ce qu'il y a dès que vous offrez une école à la cantine scolaire, attendez-vous au moins à une augmentation d'effectifs. Entre 50, 100, l'année 2, vous en aurez. Même voire dépasser. Et actuellement, nous avons, il y a un partenaire, le CRS, qui est au Togo, qui veut accompagner 138 écoles des préfectures de Dankpen, de Loti Sud et de Pendial Est, ou Ouest, en tout cas, d'un des Pendial. Mais les gens nous ont dit, nous voulons accompagner 40 000 élèves. J'ai dit, par expérience, ajouter au moins 10 000 élèves en attendant. Parce que tout le travail qui est en train d'être fait, et qu'on sait que l'année prochaine, on aura mangé le midi, c'est clair, tous les villages qui sont autour de cette école-là enverront davantage d'enfants à cette école. Donc, ça, il n'y a pas de doute, En termes d'effectifs, même en termes de taux de réussite. En termes de taux de réussite, nous avons surtout au CPD, dans ces écoles, vous avez beaucoup de 100%, vous avez beaucoup de 97, 98. Donc, la cantine rend beaucoup service. C'est un bel investissement. C'est un bel investissement. Parce que donner à manger à ses enfants, vous et moi, notre retraite est assurée. Oui. Également, donner à manger à ses enfants, c'est aider les mamans à aller vaquer librement à leurs activités. Oui, parce qu'elles n'ont plus le souci. Elles ne sont plus préoccupées parce que dans une école, les gens sont allés jusqu'à... J'étais en supervision et les mamans me disent, madame, pourquoi vous n'allez pas laisser qu'on prépare à nos enfants samedi et dimanche? Je dis quand même. Je dis oui, parce que ça nous libère. Elles partent au champ. Elles ne se préoccupent pas vraiment elles ont le cœur à leur travail. Et également, donner à manger dans ces milieux, c'est aussi pousser les frontières de l'exclusion. Et qui parle de l'exclusion sociale, parle de tout ce qu'on voit dans les autres pays qui n'est pas bien là. Oui, quand les gens sentent que non, personne ne s'est occupé d'eux à un moment donné,
ils vont prendre Oui, les machettes et c'est bien nous, sûr. notre sécurité qui est en jeu. En Donc jeu. voilà. Alors, maintenant, c'est vrai, on voit spécifiquement pour ce qui concerne la cantine scolaire, vous l'avez évoqué, les résultats sont très encourageants. Mais le but de tout cela, j'imagine, c'est pour qu'il y ait une incidence sur la réduction de la pauvreté. Oui. Justement, est-ce que cette incidence est visible? Par exemple, quand on prend un projet de transfert monétaire, les ménages qui reçoivent 15 000 francs le trimestre, quand on prend le projet de cantine, de restaurant communautaire, cantine, est-ce que tout cela a une incidence générale sur la réduction de la pauvreté? Je dirais oui. C'est vrai que nous n'avons pas encore fait des études pour sortir des données scientifiques pour dire comment ces projets ont contribué. Mais aujourd'hui, dans ces villages, il y a une évidence. Un parent, je prends la préfecture de la Plaine de Meaux. Cette fois-ci, les cantines scolaires, nous avons voulu que les parents, les communautés contribuent. Et nous avons dit au moins 10 francs par repas, par jour et par enfant. Quand moi je suis allé dans une des écoles de cette plaine, j'ai écouté des parents me dire, mais madame, par semaine, si l'État me donne plus de 500 francs, l'État me donne plus de 500 francs, donne plus de 500 francs à mon enfant. Oui. Et on me demande tout simplement 50 francs. Parce que 10 francs fois 5 jours, ça fait 50 francs. Il dit, mais quand moi j'ai ça, je dis, mais j'ai gagné. J'ai gagné, je donne 50 francs, mais je sais qu'à la maison, le repas de midi, personne ne prépare encore à midi. Donc moi, je dis, il y a beaucoup de choses. On va prier que la pandémie prenne son chemin. Et puis, la fin de ces projets connaîtra des évaluations pour vraiment sortir les éléments scientifiques qui nous montrent comment ces projets sociaux, ces projets de filets sociaux ont aidé à la réduction de la pauvreté. Oui. Merci beaucoup, Madame Mazalo Katanga. Merci d'être passée, répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai qu'avec vous, on en a beaucoup appris sur ces programmes, projets. On en entend parler sans pour autant avoir véritablement une explication assez exhaustive de ce que vous avez fait. Vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Voilà qui nous mène à la pause et puis après le journal. Regard croisé.